Merci aussi à Marie-Hélène pour l'organisation locale de cette petite manifestation. Merci à la presse d'avoir bien voulu se déplacer. Donc, on a choisi, j'avais proposé à Marie-Hélène d'implanter localement une antenne du collectif Racine, au motif très simple que l'éducation et l'écologie aussi, puisque nous avons déjà un collectif écologie implantée dans le Haut-Rhin, est une chose qui me tient particulièrement à cœur. Je dis ça sans forfanterie aucune. Je crois que la plupart des problèmes auxquels la société française est confrontée aujourd'hui ne trouveront leur solution que par l'éducation ou par une part importante d'éducation. Nous n'arriverons pas en France, quel que soit le pouvoir qui sera demain aux manettes, à régler des problèmes tant économiques que sociaux ou de sécurité et d'insécurité autrement que par l'éducation. Une répression ne suffira pas à elle seule, la répression et la violence engendrent d'autres violences, donc il faut bien repartir de la base, et cette base, c'est effectivement l'éducation. C'est l'éducation par l'institution, école, collège, lycée, qualité des enseignants qui y officient, c'est également l'éducation par la, j'ai envie de dire, par la voie naturelle, c'est-à-dire par les parents, par l'environnement familial. Ce qu'on peut constater, hors analyse, comment dire, effort de rationalité particulier, simplement à l'instinct et à l'observation en tant que parent ou en tant que citoyen quand on n'a pas d'enfant, c'est que globalement, le niveau d'éducation en France est à la baisse. Il est dans comment dire, le corpus de connaissances que les élèves peuvent emmagasiner dans leur cette année de collège-lycée, mais j'ai envie de dire qu'il l'est aussi dans l'aspect comportemental. Et c'est quelque chose qui me tient tout à fait à cœur. Je crois que le vouloir vivre en France, dont on se revendique volontiers et avec raison depuis une centaine d'années, depuis que Renan a théorisé cette conception de la nation, n'est-ce pas, des citoyens qui vivent ensemble, donc sur une base contractuelle, contrairement à nos amis allemands qui sont plutôt sur une base ethnique, et nous sommes favorables à la base contractuelle. Ce vouloir vivre ensemble passe aussi par un savoir vivre ensemble. C'est-à-dire que, selon moi, l'indication, je n'ai pas discuté de ça avec Alain Avello, et je ne sais pas si ça correspond d'ailleurs exactement au programme du collectif Racine, mais mon opinion personnelle est que l'éducation a une double tâche, c'est celle de transmettre des connaissances pour permettre à des gens de survivre économiquement, professionnellement dans la société, mais aussi de leur inculquer un certain nombre de valeurs qui ne sont pas des valeurs idéologiques ou politiques, mais qui sont des valeurs qui tiennent au comportement de l'individu quand il se trouve en société, c'est-à-dire quand il se trouve en groupe. Et ça, il me semble que c'est la lacune principale du système éducatif français, particulièrement dans son versant institutionnel, mais je pense aussi dans son versant familial et parental. Donc les valeurs qu'il faudrait, à mon avis, réinsérer progressivement dans l'éducation en France sont des valeurs d'acceptation de l'autre en tant que partie d'un groupe. Je ne voudrais pas faire de la philosophie là, j'ai rien préparé, ça me vient un peu comme ça. Et je voudrais me référer, alors excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste des problèmes éducatifs, même si j'y attache une importance cruciale, à une expérience personnelle qui, j'en aurais fini, qui repose sur un certain nombre sur du vécu que j'ai connu moi-même quand j'étais à l'école Branly à Strasbourg, où que m'a transmis mon milieu familial. Et je vais vous dire une chose, j'avais un père qui n'était pas chrétien et dont le souhait était de profiter de ce qui est proposé en Alsace, c'est-à-dire d'avoir des cours de morale. Donc j'avais été évidemment pas inscrit en cours de religion, mais en cours de morale. Et j'avais un monsieur qui s'appelait Monsieur Siboni, qui nous tirait l'oreille pour nous apprendre qu'il fallait éviter de faire telle ou telle chose et qu'il fallait aider aussi les grands-mères qui portaient des sacs à provisions un peu lourds dans la rue, etc. Je pense que ces choses-là, qui avaient été reprises d'ailleurs par Jospin il y a quelques années, dans un souhait qui est resté, me semble-t-il, lettre morte, sont des choses très utiles. Par ailleurs, j'ajouterais qu'on m'avait proposé
et à mon frère aussi, la lecture de certains ouvrages, alors qui dataient un peu. Moi, je suis totalement hostile au retour au passé, mais en revanche, je suis favorable au recours au passé dans certains cas. Et je vais vous citer 2 livres. Alors là, je suis hors programme par rapport certainement au collectif Racine, à vélo, Monsieur Avello corrigera peut-être, mais c'est Grand Cœur de Edmundo de Amicis, qui était un livre qui a été écrit dans les années 1908 et qui proposait aux enfants la vision d'une société dans laquelle l'homme aide son prochain dans une version qui n'est pas une version chrétienne, mais qui est une version laïque, même si Amici est un Italien. Et de la même manière, c'est un petit peu antérieur, je m'étais repu du livre écrit par une dame, mais sous le pseudonyme de, je crois, de Bruno, qui est le Tour de France par 2 enfants. Alors c'est vrai qu'on était en Alsace, et moi je suis un Lorrain de Nancy. J'ai lu et relu cela, et j'ai compris par ces 2 lectures à quel point le rétrécissement à soi-même n'a aucun sens, et que l'insertion dans la vie d'adulte passe fatalement par le respect de ceux qui vivent autour de nous et qui nous ont précédés aussi. Et je crois que c'est le message principal du Tour de France par 2 enfants, si on le décontextualise et qu'on le sort de cette période où il a été écrit, c'est-à-dire dans les années 1870, c'est cela, c'est connaître ce qui s'est passé dans notre pays, apprécier toutes ces variantes régionales et surtout promouvoir l'entraide, y compris avec des gens qui sont simplement mis sur notre chemin, voilà, qui ne sont pas nécessairement liés à nous par des intérêts individualistes. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc, priorité à l'éducation, c'est une des modalités de la résolution des nombreux problèmes qui se posent à la France contemporaine. Voilà, je ne présente pas Alain Vélo, mais je devrais si peut-être, parce que c'est mon rôle. Donc Alain Vélo, qui est professeur de philosophie dans un lycée de La Roche-sur-Yon, de Vendée, en tout cas de Vendée, qui est agrégé de philosophie ou capé... Je suis certifié de philosophie. Certifié de philosophie, et qui donc est un ancien, ça m'est sympathique, donc je le dis, qui est un ancien du mouvement républicain et patriote de Jean-Pierre Chevènement, tout comme Florian Philippot, je crois d'ailleurs. Et d'autres, oui, et d'autres, voilà, qui est chargé maintenant par Marine Le Pen de s'atteler à cette tâche immense qui est d'affiner le corpus du fonctionnaire concernant les problèmes d'éducation. Voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup d'abord à M. Favalico pour son accueil et pour sa belle introduction. Merci également à Marie-Hélène de la Costa-Raimondi qui a accepté de prendre la responsabilité de cette nouvelle section du collectif Racine. Donc, c'est effectivement la 19e section départementale que nous ouvrons. Nous sommes implantés à présent dans toutes les zones géographiques de France, ou quasiment, et tout particulièrement en Alsace, puisque nous lancions la section du Bas-Rhin en juin dernier, et c'est donc aujourd'hui la section du Haut-Rhin que nous officialisons. Bon, je vais être bref pour laisser place, le cas échéant, à vos questions. Simplement, je vais présenter de façon assez générale ce qu'est le collectif Racine, ce que sont nos fonctions et nos finalités. Donc, le collectif Racine s'inscrit dans une logique, en quelque sorte, mise en œuvre par notre mouvement depuis le mois d'octobre 2013. Nous avons à présent, en effet, 7 collectifs thématiques et professionnels qui sont des composantes du Rassemblement Bleu Marine. Les collectifs ont vu leur apparition à partir du mois d'octobre 2013 et ils ont vocation à se situer au cœur de la campagne présidentielle. Donc la principale finalité qui est la nôtre, en tout cas l'une des 2 principales fonctions que nous avons, c'est effectivement de travailler à l'élaboration d'un projet, du projet éducation que notre présidente décidera d'amender, dont elle retiendra un certain nombre de dispositions, l'on verra in fine, mais qui est en fait ce projet un grand plan de redressement de notre système scolaire, de formation, il ne faut pas oublier, et également universitaire. Donc nous avons constitué en interne des groupes de travail nationaux qui regroupent des spécialistes, des praticiens, des gens qui se singularisent par leurs compétences sur les dossiers qu'ils travaillent, puisque finalement nous regroupons en notre sein des enseignants qui sont à la fois des enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, de l'enseignement privé,
sous contrat, hors contrat, de l'enseignement public, bref, de tous les niveaux qui enseignent toutes les disciplines également, qui sont les administratifs. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'administration de l'éducation nationale. Parallèlement, et j'en reviens donc à notre logique d'implantation locale, eh bien, nous sommes attachés, nous attachons d'arrache-pied même, à nous adresser à nos collègues, aux professionnels de l'enseignement, de l'éducation, de la formation et de la recherche, mais aussi, et c'est une nouveauté parce que le collectif s'est ouvert depuis la semaine dernière aussi aux parents d'élèves. C'est un petit tournant en quelque sorte dans l'esprit du collectif, mais nous avons décidé que cela était pertinent dans la mesure où effectivement l'école est l'affaire de tous. Notre site, le site internet du Front National, pas le site du collectif Racine, mais celui du Front National, a été habillé pendant toute la semaine dernière aux couleurs du collectif Racine, et ça a été l'occasion effectivement d'officialiser cette nouvelle orientation. Oui, l'école est effectivement l'affaire de tous, et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, donc, nous venons à la rencontre à la fois des professionnels, mais aussi des parents d'élèves dans les différents départements. Voilà. On enregistre d'ailleurs une progression à laquelle nous sommes sans doute pour quelque chose, d'abord au niveau de nos adhésions, parce que nous rassemblons à présent quelque chose comme 1600 professionnels de l'éducation. Par ailleurs, nous voyons bien qu'il y a une prise de conscience croissante, les résistances idéologiques sont en train de tomber peu à peu, et cette disparition de ces résistances s'accompagne en définitive d'une prise de conscience croissante qu'effectivement, les solutions que nous préconisons et que nous laissons affleurer par voie de communiqué de presse notamment pour le redressement du système éducatif et scolaire, eh bien, sont des positions de bon sens, et c'est effectivement ce qu'il faut à l'école. Dans la mesure effectivement où les Français le savent bien, je pense une large majorité en a une conscience aiguë, l'école dysfonctionne gravement depuis très longtemps, depuis une bonne quarantaine d'années. On pourrait, nous l'avons fait à de multiples occasions, effectivement analyser les raisons de ce qui n'est pas abusif de désigner comme un désastre finalement. L'école est malade de 40 ans au moins de contre-réformes qui ont été nourries d'idéologies qui furent à la mode dans les années 60-70, idéologies égalitaristes tout particulièrement. L'école est très gravement malade de tout cela, l'université ne se porte pas mieux du reste. Pour donner un exemple plus précis, eh bien, on a battu en brèche en effet depuis 40 ans le principe de la sélection. Or, nous sommes indéfectiblement attachés à la sélection parce que c'est une condition de réussite individuelle et en même temps de bon fonctionnement du système dans son ensemble. Quand je parle de sélection, il faut évidemment clarifier, il s'agit d'un système de sélection juste, fondé sur des critères équitables, c'est-à-dire les critères méritocratiques, des compétences et également des efforts. Et cette sélection ne pourra s'opérer, c'est un autre des très grands dossiers que nous travaillons, qu'à la condition que nous procédions à la revalorisation effective, tout particulièrement de la voie professionnelle. Car elle ne doit plus être effectivement une voie où les gens s'orientent par défaut. Le défaut de progression, le défaut de sélection, pardon, c'est ce qui conduit à des situations dont les Français ont donc encore une fois très largement conscience. Un exemple particulièrement criant, c'est qu'aujourd'hui nous avons 78% de lycéens qui obtiennent le baccalauréat. Donc il y a un défaut de sélection à ce niveau-là. Il s'agit de donner le bac à tout le monde, en réalité. Or, les 78% de réussite au bac, eh bien, s'émoussent en quelque sorte ou se confrontent à la dure réalité d'une sélection qui est inavouée, beaucoup plus perverse, beaucoup plus retorse, beaucoup plus difficile à vivre pour les étudiants et les familles, puisqu'il y a 56% d'échecs des étudiants en première année d'université. Voilà. Donc la situation à ce niveau-là est absolument dramatique, parce que en réalité, on maintient les étudiants et leurs familles dans l'illusion qu'en embrassant certaines filières universitaires, ils parviendront à une réussite professionnelle et donc sociale. Or, c'est effectivement les maintenir dans l'illusion, parce que dans bien des filières universitaires, il n'y a pas de débouché. Il y a d'autres points plus actuels, parce que cette situation du bac donc, est ancienne déjà. Je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur ce catastrophique projet de réforme de l'orthographe, hein, qui a été ressorti des cartons parce que
C'est une réforme qui datait de 90, qui était jusque-là restée lettre morte. Or, l'on a appris à l'occasion d'un bulletin officiel de l'éducation nationale du mois de novembre dernier que les manuels scolaires seraient priés effectivement d'introduire l'enseignement d'une nouvelle orthographe simplifiée. Eh bien, en quelque sorte, cette mesure concentre toutes les causes des maux dont souffre l'école. Le contresens est le suivant, c'est-à-dire qu'on abaisse le niveau d'exigence, croyant ce faisant démocratiser l'école, alors qu'en réalité, bien entendu, on produit l'effet exactement inverse, puisque si l'on simplifie l'orthographe, cela veut dire que ce sont les enfants qui ont tout à attendre de l'école, c'est-à-dire ceux qui viennent des milieux socioculturels les moins favorisés, à qui on interdira l'accès du français historique, traditionnel, bref, de la véritable langue française. Donc alors qu'on prétend démocratiser, je crois qu'il y a effectivement, parfois en tout cas, de bonnes intentions, mais l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Eh bien alors que l'on prétend démocratiser, on produit l'effet exactement inverse. Et nous avons là effectivement quelque chose qui est tout à fait emblématique de ces 40 années de réforme, dont peut-être le péché originel a été la réforme du collège unique, enfin l'instauration du collège unique par la loi Haby de 1975, qui finalement relève exactement du même contresens égalitariste. Voilà. Excusez-moi, je vous en prie. Au revoir. Donc voilà, je suis heureux aujourd'hui que nous célébrions, que nous officialisions le lancement de cette 19e section, et je remercie une nouvelle fois Marie-Hélène de Lacoste-Larimondi de bien avoir voulu en prendre la responsabilité, et je lui cède la parole. Merci Monsieur Avello, bonjour à tous. Bonjour Monsieur. Je remercie d'abord nos élus, qu'ils soient régionaux ou municipaux, de s'être déplacés pour l'ouverture de cette antenne locale. Je suis très fière de vous annoncer cette ouverture. Et je souhaitais vous faire part de quelques réflexions sur l'école, en faire en quelque sorte son état des lieux, sans concession, mais néanmoins plein d'espoir pour l'avenir. Je souhaitais, j'oserais dire, retrouver un peu avec vous le chemin de l'école, en vérité, et vous lire ce qu'en pense M. Finkielkraut, qui d'ailleurs, il y a quelque temps, disait qu'il n'était plus de gauche depuis que la gauche avait rompu ses promesses. Ça, c'était une petite parenthèse. On ne peut plus dire aujourd'hui, après moi, le déluge. Car le déluge, c'est maintenant. L'école se meurt, la France se meurt, et l'Europe ne se définit plus par sa culture, mais par le respect des autres cultures, au premier rang desquelles celles qui ne la respectent pas. Ce qui complète la catastrophe, la rend totale, c'est l'oubli organisé de la catastrophe. Nous avons affaire à une ignorance massive que nous préférons décomposer, et j'aime beaucoup cette expression, en une myriade de petites incompétences. Ainsi, la suppression des notes, pour ne citer que cet exemple, emblématique de l'année 2014, est le village Potemkin de notre désastre scolaire. C'est en quelque sorte le triomphe de la technique qui met tout à disposition et qui remplace l'acquisition réelle. Là où pour acquérir un savoir, il fallait exercice, patience, opiniâtreté, persévérance, aujourd'hui il suffit d'allumer son ordinateur. L'école, en tant qu'institution, choisit elle-même la mise à disposition contre l'acquisition, chronique d'un désastre prévu, programmé et annoncé. Alors Victor Hugo disait une petite phrase qui, pour moi, est vraiment le symbole de tout ça. L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Ça suppose donc que l'État a des devoirs. Quels sont ses devoirs? Pour faire bref, il y a urgence. Urgence, en premier lieu, de sauver nos enfants, les enfants de France. Urgence ensuite de sauver l'école, car si l'on sauve l'école, précisément on sauve la France. Urgence de redonner espoir à tant d'enfants qui de l'école n'attendent plus rien. Le désarroi, parfois le désespoir, hélas de plus en plus la violence précoce, nous oblige l'État à une refondation totale de l'école, et ce à tous les niveaux. Depuis plusieurs décennies, nos écoliers sont moins bons et les plus mauvais sont de plus en plus nombreux. Notre école est à la fois mal gérée et laissée aux mains d'intérêts contradictoires, n'ayant parfois plus rien à voir avec l'intérêt propre des enfants. Les inégalités croissent, les routes de secours se multiplient et les vocations se raréfient. La France détient aujourd'hui le triste record du pays européen qui a le plus recours au soutien scolaire.
les parents d'élèves dépensent, je crois que ça se chiffre en milliards au niveau français, pour ce fameux soutien scolaire. Devant ce constat, réapprenons à apprendre. Allons à l'école de l'école, revenons au savoir, à la transmission des savoirs. Revenons aux exigences de l'apprentissage, revenons à des méthodes qui ont fait leurs preuves. Que l'État renonce à son idéologique nivellement par le bas. La nouvelle réforme de l'orthographe en est la preuve s'il en fallait encore une. Si la langue française semble difficile, c'est qu'elle est de moins en moins enseignée. Je vais citer Madame Carrère d'Ancos, qu'on entend beaucoup en ce moment précisément pour cette réforme, qui porte un diagnostic terrible sur l'école. Donc je cite, « Le système éducatif s'est écroulé. 1 élève sur 5 quitte l'école sans savoir lire. Le problème n'est donc plus d'offrir des facilités aux élèves, de conserver ou non l'accent circonflexe, le trait d'union, etc., mais de revoir totalement notre système éducatif. Je dirais que la tragédie française est une inégalité croissante, née de l'effondrement de notre système éducatif. Ce dernier doit être reconstruit en fonction de cet impératif d'égalité. Alors pour conclure, nous sommes évidemment conscients de l'immensité de la tâche qui s'offre à nous, mais nous sommes aussi et surtout certains de l'immensité de notre volonté de sauver l'école après s'être penchée à son chevet. Nous y arrivons, nous le devons à vos enfants, à nos enfants. Je vous remercie. Et qu'est-ce que vous disent les enseignants qui vous rejoignent? Quels sont leurs moteurs par rapport à votre nouvelle offre? Alors, ils sont variables parce que les enseignants qui nous rejoignent sont pour certains convaincus depuis longtemps qu'effectivement le mouvement politique auquel nous nous rattachons préconise les bonnes solutions. Ils ont connaissance, cela tout particulièrement du programme qui avait été mis en évidence, mis en exergue en 2012. Et par ailleurs, nous avons, ce qui est tout à fait significatif, on a à peu près entre 40 et 50% d'adhérents qui ne viennent pas du Front National du Rassemblement de Marine, qui viennent à nous, comme c'est le cas, M. Favaletto l'a dit d'ailleurs, des membres fondateurs dont je suis, qui viennent d'un autre bord politique à l'origine, et qui rejoignent donc le collectif Racine, parfois dans la foulée le Rassemblement Bleu Marine, et très souvent, le plus souvent, et bien quelques temps après, le Front National. Donc je réponds d'abord en dissociant ces deux cas de figure. Ce qu'ils nous disent, ce qui les conduit à venir à nous, ceux surtout qui viennent, et d'ailleurs, eh bien, c'est la conscience aiguë de ce que le système dysfonctionne. Voilà, tout simplement. Il y a une lassitude, je le dirais dans une formule assez claire, il y a une conscience tout à fait répandue chez les enseignants quand même, qui est que l'école marche sur la tête depuis plusieurs décennies. Il y a une hostilité, on le perçoit, donc le taux de syndicalisation, nous en parlions récemment, est peut-être plus élevé chez nous dans l'éducation nationale qu'il ne l'est ailleurs, mais il y a une conscience quand même tout à fait généralisée de ce qu'il y a des apparatchiks syndicaux, on va dire, qui ont leur droit d'entrée auprès de l'administration centrale, qui coécrivent les réformes, comme jadis la secrétaire générale du SNES, Monique Lualia, se vantait de l'avoir fait pour la terrible, la catastrophique loi Jospin de 1989. Eh bien, les gens qui nous rejoignent ont aussi conscience de ce fait. Il ne faut plus laisser l'école entre les mains ni des syndicalistes pétris des idéologies que nous évoquions tout à l'heure, ni aux mains du PS et de l'UMP, qui se sont l'une comme l'autre, à parité en réalité, rendus coupables de ces 40 années de contre-réforme. Vous qui supervisez ça au niveau national, au niveau alsacien, vous avez une idée sur le nombre d'adhérents potentiels, oui. Écoutez, on a une trentaine d'enseignants. Je sais que vous avez démarré qu'au printemps dernier dans le Bas-Rhin, mais bon, vous avez quand même lancé globalement. Je me souviens, il y a eu une conférence de presse ici pour présenter un peu l'ensemble des 7 collectifs. Voilà. On a une trentaine d'enseignants actifs en congé parental, il y en a une d'ailleurs dans cette salle,
ou en retraite dans notre fichier des adhérents du Front National, mais... vous parlez au Rhin? Oui, je parle au Rhin. Okay. Oui. Tous, naturellement, ne vont pas rallier le collectif Racine, parce que tous n'ont sans doute pas l'intérêt à la chose, mais le collectif Racine est ouvert, et naturellement, ça sera le cas de cette antenne orinoise, à des gens qui ne sont pas nécessairement des enseignants, mais qui sont aussi dans le système pédagogique. Je pense à quelqu'un qui est conseiller d'orientation, qui habite d'ailleurs à Colmar, et je pense aussi aux parents d'élèves, puisque depuis peu de temps, je crois, le collectif Racine est également ouvert aux parents d'élèves qui s'intéressent à la question de l'éducation. Donc on peut imaginer quelques dizaines d'adhésions dès cette année dans le collectif Racine, dans l'antenne locale, étant entendu qu'il ne s'agit pas là de faire un parti de masse, mais plutôt un travail en réseau d'échange d'informations et de collaboration pour les plus intéressés, les plus brillants d'entre eux, de collaboration au projet national conduit par M. Avello. Donc de mémoire, il doit y avoir aussi dans le Bas-Rhin quelque chose comme une trentaine, une quarantaine d'adhérents de mémoire. Mais effectivement, on a des collectifs, chaque collectif a quelque chose pour utiliser un anglicisme, du think tank, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas de faire un mouvement de masse. Nous, ce que l'on cherche, c'est effectivement qu'il y ait une réactivité au niveau local des différentes sections départementales par rapport à l'actualité éducative locale. Et également, bien entendu, qu'il y ait, comme l'a très bien dit M. Favalito, qu'il y ait des sections départementales, et bien, des compétences qui se fassent jour, qui rejoignent le groupe de travail dans le but d'élaborer effectivement le projet. Mes enfants diraient pour former une tempête de cerveau. Ah, l'expression est jolie, l'expression est très jolie. Pour brainstorming, que je déteste. Ah oui, oui, effectivement. Et vous allez continuer ce développement, ce maillage territorial? Oui, bien sûr. On a les deux dans le carton. Oui, on a les deux dans le carton. En Moselle, pour la plus proche d'ici. Ce sera la prochaine étape. On ne sait pas si c'est la prochaine parce que les dates ne sont pas encore fixées, mais je peux vous dire que nous travaillons sur la mise en place de sections dans l'Hérault, dans les Alpes, pas du tout les Alpes, les Pyrénées-Orientales. Voilà. Nous devions pouvoir compter sur la présence de M. Alliot à cette occasion. Ce sera sans doute au mois d'avril. Et puis la Moselle est dans les cartons depuis un petit moment. C'est peu, 19, mais c'est beaucoup quand même. Alors, le point intéressant, c'est que l'on pourrait... la première section que nous avons lancée était dans le Var. Et l'on nous a dit, oui, c'est facile, les enseignants, parce que ça a été un séisme quand même, quand nous sommes présentés en octobre 2013. L'opinion a découvert qu'il y avait des enseignants proches du Front National, ou pour certains d'entre eux, adhérents du Front National. La première section que nous avons lancée était celle du Var. On nous a dit, c'est facile de lancer dans le Var, vous êtes très implanté, votre mouvement politique est très implanté dans le Var. Oui, mais non, comme disent les jeunes souvent, puisque nous avons ensuite implanté des sections dans le Finistère, dans la Loire-Atlantique, où je vis certes, mais je ne m'occupe pas spécifiquement de la section de Loire-Atlantique, à Paris, en région parisienne, vous voyez, donc on est à présent un peu partout, sur tout le territoire. Je pourrais éventuellement avoir le témoignage d'une enseignante qui est... Ah oui, Christelle Ritz, donc responsable du Front National à Mulhouse, et responsable de circonscription d'ailleurs, depuis peu de temps, pour Mulhouse, à la circonscription de Mulhouse, et qui est alors enseignante en congé parental. Mais je vous laisse la parole, Christelle. Oui, donc je suis enseignante donc, en tant qu'institutrice à l'école ABCM. J'enseignais dans les écoles ABCM d'Ingersheim, de Mulhouse et de Witterbach pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc tout à fait à l'opposé, j'ai enseigné pendant 10 ans à l'université de Haute-Alsace. Là où j'intervenais en sciences de l'éducation. Donc Christelle Ritz, dont je vous rappelle peut-être
le profil, puisque c'est ancien adjoint. Vous connaissez? Je suis l'épouse de Fabrice Charletta, donc je pense que oui, vous savez. Oui, mais je ne savais pas que je ne connaissais pas votre profil professionnel. Voilà. Donc ancienne adjointe au maire de oui, Mulhouse, tout à fait, de 2008 à 2012, oui, ça, vous savez tout ça. Ouais, voilà. Politiquement, je sais, mais personnellement, non. Professionnellement, non. Professionnellement, non. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement de la perception notamment des enseignants de ce collectif? Alors, de ce collectif ou de ce que nous on ressent, parce que c'est une offre assez intéressante, je pense. Moi, je découvre un peu ce collectif, et ça va nous permettre, à nous enseignants, d'avoir aussi une autre oreille attentive et de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, donc notamment au programme pour les prochaines présidentielles. Parce qu'on se rend compte depuis plus d'une dizaine d'années, même depuis une quinzaine d'années, hein, depuis que j'ai commencé l'enseignement, que tout se délite. On a une certaine violence aussi qui apparaît, et qui apparaît même très tôt, très tôt dans les écoles, même en maternelle. Alors pour la petite histoire, donc étant en congé parental, je vais scolariser mes enfants en maternelle à la rentrée prochaine. Et donc pour ce faire, on va participer à des entretiens auprès des différentes directrices des écoles où on souhaite scolariser nos enfants. Et là, j'ai remis un pied dans l'école où j'enseignais à Mulhouse, hein, où j'ai arrêté d'enseigner puisque j'étais très occupée pour ma délégation sociale à l'époque. Et au bout de 5 ans, je me retrouve face à des parents d'élèves et une directrice qui me racontent des choses qui ne me surprennent qu'à moitié. Ah ben là, on a quand même affaire à des enfants de 3 ans, de 4 ans, qui sont très violents. À un tel point qu'on se pose la question de la déscolarisation de ces enfants ou de refus de ne plus les scolariser l'année suivante. Alors certes, on a, bon après c'est Mulhouse, hein, je parle essentiellement du bassin de Mulhouse, on a des grosses problématiques à Mulhouse avec certaines populations qui arrivent, hein, notamment des demandeurs d'asile. Donc il y a une offre aussi de scolarité qui est faite, ce qui est normal, hein, à ces enfants-là, parce qu'il faut aussi qu'ils soient scolarisés. Par contre, ça amène dans nos écoles des faits de violence réels. Moi, j'étais intervenue à l'époque où des enfants de 6 ans fabriquent des armes avec des lames de taille crayon qui mettent au bout des bics, pour vous dire quoi. C'est ce qu'on vit actuellement. Et on se pose la question, mais de l'avenir aussi pour nos enfants. Parce que où est la place de l'éducation dans tout ça? Où est la place de l'enseignant? Est-ce qu'on est là pour faire de l'autorité? À un moment donné, c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour instruire. Or, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, on n'instruit plus, on éduque. Et d'ailleurs, ça fait de nombreuses années qu'on éduque. On éduque non seulement les enfants, on est amené à éduquer les parents. Et ça, c'est un gros problème, un gros souci dans nos écoles, surtout mulhousiennes. Et on se rend compte qu'à l'école publique, il y a de nombreuses pertes de fréquentation, puisque les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc on va chercher un peu ailleurs réponse à une certaine instruction qu'on ne retrouve plus forcément dans nos écoles publiques. Alors je ne dis pas que les enseignants sont incompétents, hein, loin de là. Ce que je dis, c'est qu'on est un peu esselé, aussi en manque de formation et surtout en manque d'un programme clair. On le voit avec toutes les réformes, on ne sait plus comment instruire les enfants aujourd'hui. Donc il y a ce souci de violence d'un côté, ce souci de parents qui délaissent un peu leur rôle éducatif, et à côté de ça, on a nos enfants qui sont quand même en attente d'une instruction correcte et convenable. Moi, je rejoins ce que dit Alain Avello. Excusez-moi, parce que les deux se rejoignent. C'est vrai qu'à force de faire des réformes et de vouloir réformer le système, on ne s'attache plus à notre rôle premier, qui est vraiment d'instruire. Et c'est un gros souci. Et moi, je serais vraiment heureuse de participer à vos travaux de réflexion, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Comment vous pensez que le corps enseignant en général, qui est clairement placé à gauche, va recevoir cette initiative? Alors, déjà, bon, on n'est pas à sa place. Nous, on est là, pour faire des propositions. Le contexte environnement. Oui, effectivement, on le connaît. Bon, on espère que ça va changer d'ici l'année prochaine. Mais bon, après, c'est comment ça va être reçu. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à être force de proposition et d'essayer soi-même,
dans sa classe d'apporter un souffle nouveau, parce qu'on ne peut pas laisser faire. Et on se rend compte aujourd'hui que les parents s'en mêlent. Alors certes, l'école dont je vous parle, c'est une école associative privée, donc le rôle des parents est plus poussé. Mais quand des parents viennent vous voir et vous soumettent leur idée qui est de se monter en collectif pour donner instruction à la directrice, non, cet enfant-là pose problème dans cette école, nous n'en voulons plus l'année prochaine, on se rend compte qu'il y a quand même un réel malaise dans nos écoles. Si les parents s'en mêlent, c'est qu'il y a vraiment un réel malaise. Des parents, par ailleurs, si je puis ajouter un point, qui ne se reconnaissent plus dans les associations de parents d'élèves. Qui ne se reconnaissent plus dans les associations de parents d'élèves, il y a quelque chose d'absolument révélateur. C'est que aussi bien la principale association, voire la seule, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, de l'enseignement privé sous contrat qui s'appelle l'Appel, que la FCPE, qui est la principale association de parents d'élèves de l'enseignement public, sont favorables à la réforme du collège, de façon assumée. Eh bien, les parents qui sont adhérents de ces associations sont, eux, comme tous les Français, très majoritairement contre et ne se reconnaissent pas dans leurs associations. C'est l'une des raisons qui a motivé, ce qui est une petite révolution culturelle dans l'esprit du collectif, je l'évoquais tout à l'heure, l'ouverture aux parents d'élèves. Nous n'avions pas à l'origine vocation à rassembler les parents d'élèves, mais parce que donc ils sont quand même partie prenante très concernée et ô combien par l'avenir de l'école, mais aussi parce qu'ils ne sont pas représentés, ils ne sont plus représentés. Alors pas plus tard qu'hier, je prenais connaissance de ce que il y a du rififi, pour le dire ainsi, à la FCPE, principale association de parents d'élèves d'enseignement public, puisque des fédérations de la FCPE, des fédérations locales, départementales, c'est le cas en Haute-Normandie, je crois, eh bien, s'aperçoit que donc, le Bureau national et l'expression est d'un des membres de cette fédération locale. Ce sont des sous-fifres du Parti socialiste, et c'est la raison pour laquelle, contre l'intérêt de l'école, contre l'intérêt des enfants, contre l'intérêt des enseignants, à l'encontre de surcroît de cette finalité d'instruction, eh bien, sont favorables à la réforme du collège, alors que eux, la base, qui n'a pas abdiqué tout bon sens, est opposée à la réforme en question. Voilà. De la même façon que l'Appel, il se passe exactement la même chose dans le privé. Plusieurs antennes locales de l'Appel, notamment, je crois, chez les maristes à Lyon, ont fait sécession de l'agence nationale, de l'Appel au niveau national, parce que cet appel au niveau national étant donc pour cette réforme aussi exactement. Localement, ils sont dans l'incompréhension et il y a déjà 2 ou 3 antennes locales qui ont fait sécession de l'appel national. Je crois, il me semble. Ouais. Et puis pour ajouter une petite chose, je ne crois pas qu'il faille être de gauche, de droite, du Front National ou quoi que ce soit pour se rendre compte que d'une, on veut élever ses enfants, de 2, on veut les instruire correctement, et de 3, l'école est en danger. Je ne pense pas qu'il faille une étiquette politique pour se rendre compte de cette réalité-là. Et donc, à un moment donné, si on souhaite vraiment faire quelque chose, je pense très sincèrement qu'on peut dépasser ces clivages politiques pour travailler ensemble sur certains sujets spécifiques. Il n'y a pas besoin d'être étiqueté tel ou tel parti pour analyser ça et essayer de travailler dans le bon sens. D'où les 40-50% de nos adhérents, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas du Front National et du Rassemblement Ulvarim, qui viennent pour certains de la gauche, enfin, voilà, et qui sont chez nous, parce qu'ils ont bien identifié que nos positionnements sont des positionnements de bon sens. Hein. Et nous avons des figures qui ne sont pas... je pense en particulier à M. Brighelli, qui est assez connu, qui a été Jean-Claude Brighelli, qui a été l'auteur d'un livre, un best-seller, pour un deuxième anglicisme, dans les années 2000, qui s'intitulait La fabrique du crétin, qui est professeur de classe préparatoire à Marseille, et bien, qui a assumé, avant il est vrai, de finalement rejoindre Debout la France, mais je lui ai adressé un texte public, intitulé « À bientôt, Monsieur Brighelli », eh bien, ce monsieur qui passe pour un des spécialistes de la question scolaire en France a été assumé de reconnaître, dans sa chronique du Point notamment, eh bien, son adhésion à la quasi-totalité de nos positions. Il a interviewé Florian Philippot, d'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens plus exactement, ça devait être en septembre, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Et il a publié une réaction dans le Figaro, il a réagi dans le Figaro en disant qu'il était en accord avec 95% des choses que nous disons au sujet des dysfonctionnements et des solutions du système.
J'ai aussi une petite anecdote qui est assez intéressante et assez révélatrice. J'ai un fils qui est en prépa en région parisienne. Et il s'étonnait, il me faisait part d'une réflexion assez impressionnante de ses je sais pas comment dire, co-élèves et co-étudiants en classe prépa. Et pour certains, beaucoup, enfin, ils étaient désabusés et ils se rendaient compte, ils se prenaient en fait de plein fouet le fait que l'école leur avait menti et ils arrivaient en prépa complètement démunis sur tout un tas de matières et en disant mais qu'est-ce qu'on a fait de nous? On a eu mention très bien au bac, parfait, on a eu mention très bien, on a intégré une bonne prépa, très bien, sauf qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Et les étudiants eux-mêmes font ce constat et étaient un peu découragés de se dire mais on nous a donc menti pendant des années à l'école en nous faisant croire qu'on était bons. L'illusion, l'hypocrisie. Et voilà, l'illusion et le mensonge. Et je trouve que c'est vraiment pour ces jeunes-là, c'est douloureux parce que, en effet, ils se faisaient des illusions peut-être sur eux-mêmes et ils se retrouvent obligés tout d'un coup soit de changer d'orientation, soit de se remettre complètement en question, ce qui n'est pas forcément très facile. Et là, ça a été quand même un choc assez important pour eux. Parce que le niveau du secondaire a été constamment revu à la baisse, alors que le niveau de classe préparatoire, non. Donc on a creusé le fossé. Et là, on retrouve une problématique, la problématique de l'égalité. Qui sont les élèves qui s'en sortent en classe préparatoire? Sont ceux, ce que vous mentionniez tout à l'heure, sont ceux dont les parents ont les moyens de leur faire donner des cours particuliers pour rattraper le niveau. L'un de nos récents adhérents, qui est professeur de classe préparatoire de MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur, dans un grand lycée de province, me disait il y a quelques jours au téléphone que les étudiants qu'il avait en classe préparatoire scientifique, eh bien pour certains, n'étaient pas capables de faire une règle de 3. Voilà. Donc on creuse les inégalités, une fois encore, à mesure qu'on revoit à la baisse le niveau d'exigence. Quant aux classes préparatoires, nous avons beaucoup d'enseignants qui enseignent en classe préparatoire. Je dirais que c'est l'un des rares, avec une bonne partie du hors privé, du privé hors contrat, mais par ailleurs les classes préparatoires sont l'un des rares domaines du système scolaire qui fonctionne encore. Quand le reste, dans sa totalité ou quasiment, dysfonctionne de part en part. Et bien sûr, les classes préparatoires sont dans le viseur des ministres, tout particulièrement Madame Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur, comptait en quelque sorte faire dépendre des classes préparatoires de l'université, c'est-à-dire ce qui marche très bien, le faire dépendre de ce qui marche très mal. Vous voyez, Payon avait aussi tenté, on avait beaucoup communiqué là-dessus, de s'en prendre via le statut des professeurs de chaires supérieures, donc les professeurs qui enseignent en classe préparatoire, aux classes préparatoires elles-mêmes. Elles sont donc évidemment, vous voyez, l'aspect tout à fait dévastateur des idéologies délétères qu'on évoquait tout à l'heure. Elles sont tout particulièrement dans le viseur, très logiquement, alors que c'est à peu près ce qui fonctionne encore correctement. Il y a aussi une petite chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on a envie on souhaite vraiment redonner vraiment toute la place des enseignants, c'est-à-dire que leur redonner envie d'enseigner, leur en donner également les moyens, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, ils sont quand même, leur salaire n'est pas très valorisant et leur fonction ne les guère plus. Et donc ça nous tient vraiment à cœur de leur redonner à la fois envie d'enseigner et à la fois de leur en donner les moyens. Voilà. On réformera dans un esprit de sérieux budgétaire. Si l'on regarde le budget de l'éducation, il a été en hausse constante depuis très longtemps. Donc la question n'est certes pas, contrairement à ce que disent quasiment automatiquement, par réflexe pavlovien, bien des syndicats d'enseignants, le problème n'est certes pas celui du plus de moyens. Il y a des points sur lesquels il y a la possibilité, bien entendu, de faire des économies qui doivent être faites. Particulièrement, il faut savoir que l'on a à peu près 1/8 d'équivalent temps plein enseignants, c'est-à-dire de gens qui sont censés faire cours devant des élèves qui ne sont pas affectés, ce 8e, à des heures d'enseignement.
Alors, ils font autre chose. Ils sont formateurs, parfois formateurs de formateurs aussi. Ils sont en décharge syndicale pléthorique, alors que les syndicats ne représentent plus grand monde. Ils sont également, ce qui peut se comprendre quand on regarde les cas individuels, mais qui est un véritable problème budgétaire, ils sont parfois en congé maladie, reconduits éternellement, indéfiniment. Bref, il y a moyen, effectivement, là, il faut regarder effectivement ce qu'il en est, mais nous sommes favorables à une revalorisation de la fonction enseignante, parce qu'on ne peut remettre effectivement l'instruction au centre du système qu'à la condition de revaloriser la fonction enseignante, et la revalorisation de la fonction enseignante, elle doit aussi passer par une revalorisation, on verra selon quelle modalité, bien entendu, des salaires, parce que nos enseignants sont les plus mal payés ou parmi les plus mal payés d'Europe, par exemple. Très bien. Voilà. Merci. Merci à vous.